Aurélien Migaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié une thèse récemment donc, sur les transports face aux défis de la transition énergétique. Et vous avez fait un petit condensé dans un ouvrage qui s'appelle « Voiture fake or not ». Donc la question que nous nous posons, c'est qui êtes-vous, Aurélien Migaud? Je suis chercheur sur la transition énergétique des transports. En effet, donc j'ai fait cette thèse que j'ai terminée fin 2020, dont le sous-titre était « Exploration entre passé et avenir, technologie et sobriété » pour voir les leviers de la transition, et puis accélération et ralentissement pour étudier aussi les aspects de vitesse dans cette question de la mobilité et de la transition de manière plus générale. Et puis après, suite à ça, j'ai fait un petit peu plus d'1 an à l'ADEME sur les scénarios de prospective Transition 2050, qui visaient à regarder différents chemins pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis depuis, je suis chercheur indépendant depuis un petit peu plus de 2 ans, donc je continue mes recherches et j'essaie aussi de vulgariser autant que possible, avec le livre, aussi avec des articles ou encore des conférences. Nous, on fait le lien avec la vitesse et notamment avec l'aspect environnemental. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Quand on regarde l'évolution passée de nos mobilités et des émissions, en fait, quelque chose qui peut être assez surprenant, c'est qu'il y a un lien très fort entre la vitesse moyenne de nos mobilités, les kilomètres parcourus en moyenne par jour et par personne, et les émissions de CO2. Alors comment on fait tout ce lien-là, ou pourquoi il y a ce lien-là? Eh bien, quelque part, c'est parce que les temps de transport en moyenne sur l'ensemble de la population sont assez stables au cours du temps. Historiquement, ils ont été assez stables, autour de 1 heure par jour et par personne. Ouais. Et du coup, le principal effet de l'accélération de nos mobilités, en passant notamment à des modes de transport plus rapides, notamment en passant de la marche à la voiture, on a eu une accélération très forte des mobilités, dont on a profité en quelque sorte, non pas pour passer moins de temps dans les transports, mais pour aller plus loin, pour faire plus de kilomètres. Donc ça, c'est l'effet entre vitesse qui amène à faire plus de kilomètres. Et le fait de faire plus de kilomètres nous a amené à émettre plus de CO2, notamment parce que ces kilomètres ont été faits de plus en plus avec la voiture, aussi un mode fortement émetteur de CO2. Et donc on a un peu cette corrélation historique entre vitesse, distance et émission de CO2. L'autre effet, c'est que si on accélère la voiture quelque part, eh bien ça va encourager davantage à utiliser la voiture plutôt que d'autres modes de transport, peut être plus vertueux, tels que la marche, le vélo, les transports en commun. Et puis le troisième effet, c'est que bien souvent, aller plus vite, et de manière générale, une conduite plus brusque, a des émissions de CO2 par kilomètre parcouru qui sont plus importantes. Alors après, nous on se pose la question aussi de la vitesse, puisque à la Ligue contre la violence routière, on a célébré les 20 ans du contrôle sanction automatisé. Donc pourquoi la modération des vitesses est-elle une mesure positive ? Alors, on peut la voir sous différents aspects. Il y a bien évidemment les aspects d'accidentalité, en effet. Il y a les aspects émissions de CO2, donc par plusieurs aspects, ça peut permettre de réduire les émissions de CO2, de diminuer la vitesse. Et puis, potentiellement, on peut trouver aussi d'autres effets, typiquement la pollution sonore, qui va être liée aussi en partie à la vitesse. La consommation d'espace, typiquement les routes, pour avoir des vitesses qui sont élevées, on a tendance à avoir des routes du coup plus larges pour pouvoir permettre des vitesses plus élevées. Donc si on réduit les vitesses, quelque part, on peut aussi, notamment la réduction de vitesse en ville, peut permettre du coup de diminuer un peu l'espace, par exemple pour les voitures, pour donner plus de place aux autres modes. Donc ça va être un peu ça les principales raisons. Et si on regarde historiquement, justement ce qui s'est passé à partir de 2003 avec la mise en place des radars sur les routes, c'est qu'il y a eu un effet très concret du coup sur les émissions de CO2, même si c'était pas ça l'effet premier qui a été cherché. C'est que justement, comme on avait jusqu'au début des années 2000, cette augmentation de la vitesse moyenne des déplacements qui a entraîné la hausse des distances et la hausse des émissions de CO2, et bien tout ça s'est arrêté au début des années 2000. Notamment parce que l'effet radar a fait chuter les vitesses pratiquées sur les routes. Et en fait, dans ce type de contexte-là, il y a 2 réactions possibles en termes de pratique de mobilité. Soit on passe plus de temps dans les transports pour garder le même nombre de kilomètres parcourus, soit on décide d'aller moins loin pour préserver ces temps de transport. Et a priori, il y a eu un peu des deux, mais en tout cas, les distances parcourues ont baissé au même moment finalement de la mise en place des radars. Il y a vraiment une corrélation très forte entre cette évolution de la vitesse moyenne et des distances parcourues, et au même moment, les émissions de CO2 de la mobilité des voyageurs en France ont baissé parce que les distances ont baissé. Je me rappelle que vous aviez évoqué notamment dans la conférence à Blois
Les modérations des vitesses étaient présentées comme une bonne solution. On avait évoqué les zones 20, on avait évoqué les zones 30, le 80 sur les routes départementales et le 110 sur les autoroutes. Voilà, je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus pour avoir votre vision. Selon les types d'environnement, disons, et de vitesse qui vont être les nouvelles limites, quelque part, les bénéfices ne sont pas forcément sur les mêmes aspects. Disons que par exemple, sur le 110 km/h sur autoroute, le principal bénéfice, ça va être les gains de consommation qu'il va y avoir par kilomètre parcouru. C'est vraiment un effet de court terme en termes de baisse d'émissions de CO2 qui peut être très significatif. Et si on regarde en particulier sur le sujet du climat, c'est vraiment ça, quelque part, la baisse de vitesse là qu'on peut imaginer, qu'on peut espérer dans les politiques publiques, qui aurait le principal impact sur le climat. Si je prends un peu à l'autre opposé, finalement, dans les zones où la vitesse est déjà la plus faible, en ville, etc., le fait de passer à des zones 30, de limiter la vitesse, de passer à des zones de rencontre, là on est plus sur une question finalement d'évolution des pratiques de mobilité, de sécurisation de la marche, du vélo, donc c'est plus l'effet finalement de report modal qui va être recherché en termes d'évolution des émissions de CO2, quoi. Le bénéfice qu'on va avoir sera plutôt via cet aspect-là, et puis finalement de manière générale de l'accidentalité, de qualité de vie finalement, de ne pas avoir trop de bruit, etc. Ça va être un petit peu différent que des effets sur le 110 km/h où là on aura des bénéfices CO2 très clairs et de manière très directe. Là ça va être un peu plus les effets indirects. Et si on prend le cas du 80 km/h sur les routes hors agglomération, on l'a vu, il y a des bénéfices déjà pour la sécurité routière qui sont très nets. En termes de consommation d'énergie, ça a aussi un effet qui est positif. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les consommations énergétiques par kilomètre parcouru pour les voitures sont minimales autour de 70 km/h. Donc ça veut dire que quand on baisse de 90 à 80, on est déjà un petit peu sur un endroit où les émissions ou les consommations par kilomètre sont déjà à peu près proches de leur optimum, en tout cas pour les voitures thermiques. Pour les voitures électriques, plus on va vite, plus il y a de consommation énergétique. L'avantage qu'on peut voir aussi en termes de transition, c'est que en réduisant la vitesse sur ce type de route, eh bien, ça permet plus facilement de sécuriser d'autres types de mobilité qu'il faudrait idéalement réussir à développer dans ces zones-là, au-delà de la voiture, mais potentiellement développer davantage le vélo, mais dans ces cas-là, idéalement, il faut avoir des infrastructures séparées, ou bien sinon, potentiellement, diminuer encore plus la vitesse, parce que 80 km/h, ça reste très élevé pour des usagers vulnérables, ou bien aussi, finalement, des mini-voitures, etc., qui peuvent être des véhicules qui peuvent aller aussi, pour certains, à 80 km/h, et qui peuvent davantage se développer aussi si les vitesses sont modérées sur ce type de route. Nous, notre objectif, c'est zéro accident. Donc on cherche à diviser par 2 le nombre de tués sur une période de 10 ans. Et ça rejoint un peu votre combat sur l'objectif zéro carbone de 2050. Oui, tout à fait. L'objectif dans les transports, en gros, c'est d'atteindre quasiment zéro émission directe d'ici 2050, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de consommation de pétrole dans l'ensemble des transports terrestres. Donc c'est une échéance qui est assez courte, c'est un défi assez énorme parce que ça veut dire d'ici 26 ans, il ne faut plus qu'il y ait une seule goutte de pétrole, ni dans les voitures, ni dans les poids lourds, ni dans les véhicules utilitaires légers, mais aussi les bus, les cars, les trains, les 2 roues motorisées. Et on peut faire un parallèle, bien évidemment, avec la sécurité routière, avec des points de passage qui sont obligés à la fois pour réduire les impacts à court terme, pour mettre en place des mesures dès maintenant. Les spectateurs qui veulent se référer à votre thèse, les transports face au défi de la transition énergétique. Oui. Voilà, donc c'est un ouvrage que je recommande, qui est vraiment remarquable par tout le travail qui a été fait. Et puis donc il y a ce fameux condensé sur voiture, fake or not, donc un véhicule électrique, c'est écologique, Aurélia Bigot. Merci beaucoup, Aurélia Bigot. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt pour de nouveaux entretiens avec la Ligue contre la violence routière.